Radio Guinée USA émettant à partir de Washington. Suivez avec moi tous les samedis à 15h heure de Washington, 20h temps universel Washington Débat, une émission des services de programme de Radio Guinée USA émettant à partir de Washington. Radio Guinée USA, c'est cette première radio numérique praticable à www.rgusa.net. Vous pouvez aussi écouter nos émissions en différé sur votre téléphone portable à partir des États-Unis en composant le 209 647 16 99 et le code qui suit est le suivant 67 21 37. En direct sur Radio Guinée USA, votre émission de tous les samedis Washington Débat, l'émission des grands débats politiques, économiques et socioculturels. Washington Débat animé par Georges Léonard Seigneau, c'est tous les samedis sur nos antennes. Connectez-vous, mesdames et messieurs, en cliquant sur www.rgusa.net ou appelez le standard de la radio et participez en direct sur nos antennes tous les samedis en composant le 209 647 16 00 et le code qui suit c'est le 67 21 37. Encore une fois, pour participer à Washington Débat en direct tous les samedis sur nos antennes, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et auditrices, il suffit de composer le standard de la radio qui est donc le suivant 209 647 16 00 et le code qui suit est le suivant 67 21 37. Washington Débat, c'est tous les samedis à 15h heure de Washington, soit 20h temps universel. Pour vos critiques et suggestions, pour vos dédicaces, une seule adresse, contact@rgusa.net. contact@rgusa.net ou à washdeba@gmail.com. Washdeba, ça s'écrit donc W-A-S-H débat D-E-B-A-T-S @ ou à commercial gmail.com. Washington Débat, c'est cette émission qui vous parvient tous les samedis en direct sur nos antennes à partir de 15h heure de Washington, soit 20h temps universel. Washington Débat, cette émission des grands débats est animée par Georges Léonard Seigneau. Merci de vos correspondances et à bientôt sur nos antennes. 15h à Washington, 20h à 19h en temps universel coordonné, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur nos antennes. Washington Débat, 67e édition, en direct de Washington en ce samedi 14 avril, sur Radio Guinée USA, votre première radio numérique praticable à www.rgusa.net. Thème principal et unique du jour, mesdames et messieurs, l'armée est-elle, à vos yeux, le garant de la démocratie en Afrique? Donnez-nous des exemples en vous appuyant sur le cas spécifique d'Afrique de l'Ouest, qui est devenu en quelque sorte le creuset des coups d'État. Coup d'État en Guinée-Bissau en ce moment même, coup d'État récemment au Mali le 22 mars dernier, coup d'État en Guinée-Conakry en 2008 après la mort du général Lansana Conté, coup d'État également en Côte d'Ivoire en 2002 et aujourd'hui la Côte d'Ivoire a refait sa peau, elle a donc fait peau neuve. Les rebelles d'hier sont devenus les dirigeants d'aujourd'hui, c'est ça la vie. Alors, Washington Débat, 67e édition, en direct de Washington, votre présentateur du jour, Georges Léonard Seigneau, en ce samedi. Alors, mesdames et messieurs, pour participer au débat, le standard est ouvert 209 647 16 00 et le code qui suit directement c'est le 67 21 37. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter, les réseaux sociaux de communication, mesdames et messieurs. En direct de Minnesota, nous aurons la contribution de M. Alain. M. Alain est le consultant de Radio Guinée USA et M. Gatagbemou, un autre panéliste de renom, nous attend à Greenbelt dans la région métropolitaine de Washington DC. Et effectivement, à Washington DC, nous aurons les services du politologue guinéen, M. Chérif Niman François.
Shérif Niman François a fait ses humanités à American University ici à Washington et en direct de Raleigh dans le sud profond. Nous aurons donc la contribution d'un autre panéliste de renom, M. Diona. M. Diona qui s'est préparé spécifiquement pour ce thème qui l'a enchanté et l'a invité. Alors, M. Diona nous répond à partir de Raleigh, la capitale de la Caroline du Nord. Cet état ensoleillé dans le sud-est des États-Unis. Caroline du Nord où il est 15h05 en heure locale, 19h05 en temps universel coordonné, mesdames et messieurs. Alors, en direct de Washington, si les dieux de la communication sont avec nous, nous ferons un détour du côté de Bukavu, à l'est de la RDC là-bas. Alors, Bukavu nous attend Madame Marie-Rose Bora. Madame Marie-Rose Bora aussi est ceinturée par une autre dame de renom, Madame Benita Kenyingini. Mais les deux dames nous donneront leur avis sur cet important thème de l'armée et la démocratie en Afrique. Alors, du côté d'Abidjan, nous ferons un détour pour reprendre notre consoeur, Madame Yvonne Macquarie. Yvonne Macquarie qui est exactement en séjour au pays d'Oufette-Boigny, là-bas au bord de la lagune Ébrié. Alors, plein séjour et bon séjour à Yvonne. Du côté de New York City, les politologues et politiciens guinéens qui feront leurs apparitions du côté de New York City. Alors, mesdames et messieurs, que vous soyez en provenance de Washington, du Canada, des États-Unis, tout simplement, ou de France, du Tokyo ou d'Australie là-bas, vous êtes bien sur les antennes de Radio Guinée en ce samedi ensoleillé. Merci de nous pratiquer. Alors, pour commencer, mesdames et messieurs, l'armée est-elle à vos yeux le garant de la démocratie en Afrique? Un petit rappel pour nos fidèles auditeurs et auditrices. En 2012, mars 2012, le Mali a connu une révolution après 21 ans de démocratie. Des jeunes soldats qui se sont mutinés à partir du camp de Kati, à 15 km de Bamako, ont fait donc éruption dans cette grande ville de Bamako, la capitale malienne, pour réclamer beaucoup plus d'armes et de munitions pour aller combattre les rebelles Touaregs qui sévissent dans le nord de ce pays, qui aujourd'hui est coupé en deux. Alors, de fil en aiguille, la revendication est devenue un coup d'État. Le président Amadou Toumani Touré, qui n'a donc pas pu régler ce problème des Touaregs, a été éjecté du fauteuil là-bas, sur la colline de Koulouba, présidence malienne. Alors, les jeunes soldats se sont donc emparés du pouvoir et ont mis en leur tête le capitaine Amadou Sanogo. Amadou Sanogo qui était ceinturé ou qui était secondé par un autre Amadou, le lieutenant Amadou Konaré, qui était le porte-parole lors des communiqués. Alors, ces jeunes soldats, aujourd'hui, ont rendu le pouvoir à un président civil, le président de l'Assemblée nationale, M. Diokounta Traoré, qui a prêté serment cette semaine à Bamako pour un mandat de 40 jours au cours desquels il aura formé non seulement le gouvernement, mais aussi à faire des élections, à organiser donc des élections. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Alors, de Bamako, on fait un détour du côté de la Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, ce pays voyou entre griffes, selon les observateurs, pays narco, pays où les coups d'État sont monnaie courante. Un coup d'État a eu lieu dans la nuit du jeudi à vendredi, et le président par intérim Ferreira et le premier ministre Carlos Gomez Jr. ont été arrêtés. Au moment où nous vous parlons, il n'y a pas beaucoup d'informations sur leur présence dans les garnisons. Est-ce que ces deux hommes politiques importants de ce pays se portent mieux? Nous le saurons tout à l'heure dans cette émission. Alors, 2008, après la mort du général Lansana Conté, nous sommes en Guinée-Conakry. Les jeunes soldats aussi, dirigés par le capitaine Moussa Dadis Camara et compagnons, ont pris le pouvoir sans effusion de sang. Et voilà donc, aujourd'hui en Guinée, nous avons un président qui est démocratiquement élu, le professeur Alpha Condé. Et au Niger, en 2008, un autre coup d'État qui a emporté le président Tanja Mamadou, le général Tanja Mamadou. Tanja Mamadou a été donc arrêté et jeté en prison par le général
général de la gendarmerie, le général Salou Zubo. Aujourd'hui, cet homme a aussi organisé des élections et nous avons un président démocratiquement élu dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, l'un des plus pauvres sur la planète. Il est 15h10 à Washington et 19h10 en temps universel et à Abidjan. Abidjan, justement, en Côte d'Ivoire, en 2002, des rebelles, des jeunes mutins se sont donc dirigés vers Abidjan où vivait le président Laurent Gbagbo, qui était démocratiquement élu, où il était même à l'extérieur du pays ce jour-là. Les jeunes soldats donc sont venus de Bouaké pour se promener à Abidjan et ils ont été repoussés par l'armée nationale. Depuis là, le pays avait été coupé en deux pour donc faire naître une rébellion qui s'appelait Force Nouvelle aujourd'hui au pouvoir avec son président ou le parrain, le président Alassane Dramane Ouattara. Alors nous le saurons tout à l'heure, mesdames et messieurs, avec des explications et analyses profondes de nos auditeurs et auditrices qui ont fait le plein cet après-midi. Alors pour commencer, nous allons directement prendre la route du sud car nous cherchons le soleil et le soleil, on me prévient du côté de la technique que le beau soleil se trouve ici à Raleigh. Raleigh où nous a rejoint depuis le début de cette émission, M. Diona. Monsieur Diona, vous n'êtes plus à présenter, vous êtes un panéliste de renom à Radio Guinée USA. Alors quand on parle de l'armée et la démocratie en Afrique, qu'avez-vous à dire? Je vous remercie, Léonard, je remercie tous les panélistes. Je crois que l'armée doit être républicaine, l'armée doit préserver, disons, comment dirais-je, doit être un garant de la démocratie. Bon, maintenant, on ne comprend pas actuellement, l'armée est plus involve dans, comment dirais-je, dans soit du pouvoir, assoiffé du pouvoir, ainsi de suite. Bon, je ne dis pas que c'est toute l'armée, toutes les armées, non, mais vraiment, en tout cas, nos armées sont quelque part manipulées. Donc, pour l'instant, c'est ce que je peux dire, quoi. Mais, donc, comme le débat continue, je crois que plus nous allons, plus on parlera, plus on ira plus. Mesdames et messieurs, vous écoutiez M. Diona qui nous répond à partir de Raleigh. Monsieur Diona, dans vos explications, vous dites que l'armée devrait être le garant de la démocratie, mais en Afrique, généralement, d'une façon générale, donc en Afrique, nous constatons que l'armée n'est pas justement le garant de la démocratie. En Égypte, l'armée a pris le pouvoir après avoir évincé très doucement et dans les règles de l'art le président Hosni Moubarak. Aujourd'hui, cette armée peine à organiser des élections et cette armée peine aussi à s'imposer, à imprimer ses marques pour le développement socio-économique de ce pays. Alors, qu'avez-vous à dire quand vous dites que l'armée est le garant de la démocratie? De quelle garantie? Je dis que l'armée doit être. L'armée devrait être, selon vous, l'armée devrait être le garant, mais est-ce qu'à vos yeux, tel est le cas en Afrique? Je viens de vous donner le cas de l'Égypte, qui a connu une révolution, comme on l'a qualifiée, la révolution arabe. Alors, là-bas, l'armée est aujourd'hui au pouvoir. Ce sont des généraux qui sont aujourd'hui au pouvoir, même si Hosni Moubarak, qui était aussi un autre militaire, est parti. Mais en Algérie aussi, vous avez le général Bouteflika qui est au pouvoir. Et ce monsieur aussi a connu des vagues de protestation. En RDC, c'est un autre militaire qui est au pouvoir. Je crois lui aussi, il est un autre général. Alors, nous ne maîtrisons pas bien son grade, mais le général, le président Kabila est un militaire qui a fait ses humanités un peu en Corée, en Asie là-bas, et aujourd'hui il est au pouvoir. Paul Kagame, c'est un autre militaire, un autre rebelle, sorti de Maki, qui a pris le pouvoir, et aujourd'hui l'armée internationale, la communauté internationale est en train donc de chercher à mettre main sur Joseph Kony qui est un criminel recherché, et aujourd'hui il est traqué par des armées d'Afrique et du monde. Alors, nous sommes en Ouganda, il a commis des crimes en Ouganda, où le général Yoweri Museveni trône au pouvoir. Vous voyez, un peu partout en Afrique, Robert Mugabe, qui est aujourd'hui le dinosaure de la présidence en Afrique, là-bas au Zimbabwe, 85 ans révolus, c'est un autre militaire qui a combattu dans les maquis pour l'indépendance du Zimbabwe, et d'où il sera élu premier président donc, de ce pays. Jusqu'à présent, Robert Mugabe, qui, malgré une santé pas très satisfaisante, s'accroche au pouvoir. Vous voyez donc, à travers l'Afrique, nous avons
des militaires qui sont au pouvoir, M. Diona, est-ce que vous pensez que l'armée est effectivement, vous avez dit l'armée devrait être le garant, mais tel n'est pas le cas. Alors, si on vous demandait le cas spécifique de l'Afrique de l'Ouest, votre pays d'adoption qui est la Côte d'Ivoire a connu une mutinerie qui s'est muée en coup d'État en 2002 et aujourd'hui les anciens rebelles d'hier ont aujourd'hui tronqué le costume, le treillis en costume cravate, ils sont assis dans les bureaux climatisés, ils sont donc au pouvoir en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, était le porte-parole de la rébellion qui a pris le pouvoir en 2002, qui a donc fait le coup d'État contre le président démocratiquement élu, Laurent Gbagbo, mais sans succès. Alors, l'armée ivoirienne, pensez-vous que cette armée ivoirienne est républicaine, M. Diona? Non, la nouvelle armée n'est pas républicaine, mais c'est une manipulation tout cela. Voyez-vous? Je crois que, bon, d'abord, il faut qu'il y ait un dialogue franc entre, comment dirais-je, entre les responsables de l'armée et, comment dirais-je, et les pouvoirs en place. Je crois que c'est ce qu'il faut faire d'abord. Je crois, et par ailleurs aussi, il faudra, comment dirais-je, disons, enseigner, comment dirais-je, à l'armée, faire des cours, disons, de la démocratie, ce que c'est que la démocratie. Parce que quelque part, on trouve que, bon, vraiment, il faut que faillir à leur, comment dirais-je, à leur devoir. Voyez-vous, donc je crois qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de dialogue franc entre eux. Bon, autre part, je crois que, bon, l'armée, normalement, la place de l'armée, c'est disons, c'est, comment dirais-je, c'est dans les casernes. Et ils sont là pour veiller en cas de, comment dirais-je, attaque ou bien de veiller, comment dirais-je, au patrimoine. Bon, cela n'est pas le cas. On trouve partout, ce sont les militaires qui s'imposent. Les militaires, bon, ça, c'est une force, prendre le pouvoir, tu entends, c'est devenu maintenant une mode et ça continue. Bon, vu cela, bon, disons que c'est pas normal. Ça, c'est un. Oui. C'est pas normal. Le militaire doit connaître sa place. Bon, maintenant, ceux qui viennent aussi, bon, qui, ma foi, sont à la tête vraiment de ces pays-là aussi, sont des militaires. Donc, quand ils voient, comment dirais-je, quelque part, il y a un coup d'État, donc pour eux, c'est enchanté, parce que ça fait partie de leur frère d'armes qui vient encore au pouvoir. Donc, le cercle ne veut qu'agrandir. Merci, M. Diona. Je sais que vos analyses sont très percutantes, mais nous avons beaucoup d'auditeurs. Direction, donc, Greenbelt dans le Maryland, où M. Gatak-Bemou nous a rejoint depuis le début de cette émission, un panéliste de renom. Alors, M. Gatak-Bemou, vous avez l'antenne pour vos commentaires. L'armée et la démocratie en Afrique. Oui, M. Georges Khagno, merci et merci à tous nos électeurs. Bon, le point qui se passe ici, c'est qu'on ne peut pas parler d'une armée démocratique sans un gouvernement démocratique. Le point qui est là, il y a deux agents qui peuvent jouer un majeur rôle ici. Je parle de la CEDEAO et du gouvernement. La CEDEAO a quel rôle à jouer dans la formation démocratique de l'armée? Un, la CEDEAO a un rôle de formation et d'éducation. Ce rôle de formation et d'éducation ne doit pas être temporaire, mais permanent. Je veux dire quoi par là? On sait que si nous prenons l'exemple sur les Comores est recouvert de 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ces 16 pays de l'Afrique de l'Ouest doivent y avoir un gros représentant choisi non pas par le gouvernement, mais par les membres de la CEDEAO, de l'OCOMOG, je vais dire. Et cette personne servira de conseiller. S'il y a un problème, prenons exemple sur la Guinée-Bissau, s'il y a un problème au niveau de la Guinée-Bissau, cet homme doit être, par ses compétences, élargi et informé de la formation ou de la situation gambienne ou bissau-guinéenne, donc doit servir d'aide pour éduquer la CEDEAO quelles sont les mesures à prendre pour résoudre les problèmes là. Ça, c'est un rôle important pour la CEDEAO. Et quand nous prenons aussi du gouvernement, le gouvernement a beaucoup de rôles à jouer. Un, il y a un problème de sélection que les gouvernements africains ne comprennent pas. Je veux dire quoi par là? Tu vois, aujourd'hui, dans les armes, spécialement en Guinée, tu veux voir des jeunes qui n'ont même pas un diplôme du lycée, sont recrutés. Et comment ces recrutements se font? C'est par amitié. C'est par je te connais, tu me connais, je te recrute. Et cela ne va pas continuer. Cela ne doit pas continuer comme ça. Ça c'est aujourd'hui, si nous voyons exactement, il y a certains présidents qui prennent un mauvais exemple sur d'autres pays
Je vais dire par là le professeur Alpha Condé que j'ai écouté l'un de ses discours et ça m'a étonné. J'étais surpris. Il dit que regardez, si nous prenons le Cameroun aujourd'hui, le Cameroun n'a pas connu un coup d'État. Mais est-ce que c'est un bon exemple pour prendre le Cameroun? Ce n'est pas un bon exemple. Paul Biya, on le détermine comme un dictateur. Ce n'est pas un démocrate. Un démocrate, ça a été démocratiquement élu. Donc, je ne pense pas que tu dois prendre le même exemple en t'éluant comme ministre de la Défense. Est-ce que ça, c'est une solution permanente? Vous êtes très nombreux sur les antennes. Je voudrais un peu circonscrire le débat et surtout avec vous. Vous avez parlé de l'ECOMOG. L'ECOMOG, en quelque sorte, je voudrais vous le dire très sincèrement. L'ECOMOG, c'est la branche armée de la CEDEAO, c'est donc la branche militaire que la CEDEAO utilise en cas d'appel à la force, donc en cas de force majeure. La CEDEAO utilise donc l'ECOMOG, c'est donc la branche armée qui règle les conflits, encore une fois, en cas de nécessité dans la sous-région ou en cas où l'intégrité d'un pays membre de la CEDEAO, les 15 pays membres, donc, sans la Mauritanie, vous le savez, la Mauritanie a jeté l'éponge en 1995. La Mauritanie, donc, n'est pas membre de la CEDEAO. Nous avons aujourd'hui 15 pays membres de la CEDEAO. Alors, le cas spécifique de la Guinée, vous êtes guinéen, vous connaissez mieux votre pays. En Guinée, il y a eu des militaires qui ont pris le pouvoir suite à la mort du général Lansana Conté le 23 décembre 2008, avec à leur tête le percutant capitaine Dadis Moussa. Alors aujourd'hui, ces jeunes militaires ont, bon an mal an, quitté le pouvoir. Ils ont donc fait place à des élections qui ont donné gagnant le professeur Alpha Condé. Alors pensez-vous que l'armée, d'une façon générale, surtout de façon spécifique en Guinée, l'armée est un poids lourd dans le cadre de la démocratisation chez nous, M. Gadabemou? L'armée n'est pas un poids lourd. Le gouvernement est un poids lourd dans le cadre de la démocratisation de l'armée ici. Tout dépend du gouvernement. Si on a un gouvernement sérieux, on verra complètement une armée sérieuse. C'est une tendance qu'on a vu plusieurs partis. Au Sénégal, on l'a vu. Au Sénégal, qui sert d'exemple aujourd'hui, on le voit. C'est le gouvernement. Tant qu'il y a la démocratie dans un pays, l'armée sera obligée de respecter. L'un des problèmes majeurs que nous rencontrons en Guinée et d'autres pays, c'est que les choses passent sans être sanctionnées. Je veux parler le cas du Mali, on parle de la négociation sans une sanction. Je veux parler le cas de la Guinée-Bissau, combien de fois le président a été renversé, les mythos viennent au pouvoir, on n'a jamais parlé de sanctions, on parle de négociations. Mais combien de fois on va compter sur les négociations? Il faut quand même qu'il y ait une sanction provenant non seulement de la part de la CEDEAO et aussi du gouvernement élu. C'est des choses que nous devons comprendre. Très bien. Monsieur Gadabemou, restez en ligne. Nous allons essayer de prendre la route de Minnesota, où nous suit attentivement le consultant de Radio Guinée USA, Monsieur Alain. Monsieur Alain, l'armée en Afrique et la démocratie, j'allais dire, le continent est militarisé, du Congo, RDC, au Congo-Brazzaville, en passant par Niamey, le Rwanda, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, aujourd'hui avec un président démocratiquement élu, le Mali. Alors, la Gambie, vous avez des militaires qui, d'une façon ou d'une autre, ont participé à la gestion de la chose démocratique. Alors, l'armée et la démocratie en Afrique, monsieur Alain, vous qui êtes un juriste et un homme très informé et bien introduit, alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Quelle analyse apportez-vous ici au débat quand on parle de l'armée et la démocratie en Afrique? Merci beaucoup, M. Georges. Merci à l'ensemble de nos auditeurs. Et vous savez, l'armée et la démocratie sont deux choses compatibles et incompatibles. Vous savez, à l'indépendance, l'armée était, dans tous les pays africains, très républicaine. C'est au fur et à mesure que les anciens dignitaires devenaient dictateurs qu'ils essayaient de forger l'armée à leur image. Donc, c'est-à-dire créer l'armée à l'image de leur ethnie pour leur protection personnelle. Ce qui, dans les années 80, a suscité beaucoup de coups d'État dans certains pays. Et aujourd'hui, nous parlons de la mondialisation politique. Qui parle de la mondialisation politique parle des forces militaires. Parce que vous n'êtes sans savoir que quand vous ne faites pas l'affaire de l'Occident ou des grandes puissances, et
la tendance tourne, vous êtes obligé de subir la force militaire et peut-être de l'extérieur ou alors des institutions à laquelle vous participez, telles que la CEDEAO. Vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire. Oui. Un président démocratiquement élu et a été renversé au vu aussi de la communauté internationale. C'est pour dire que même l'ordre international politique que nous parlons n'est pas respecté. Nous essayons de réglementer la situation des militaires pour en faire de l'armée républicaine. Mais c'est une marche très longue, et il faut que vraiment l'extérieur nous appuie. Les mêmes qui nous donnent les leçons de la démocratie, ce sont les mêmes qui bafouent les leçons de la démocratie. Vous avez vu le cas de la Libye. Vous avez vu un peu le cas qui se vit aujourd'hui en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, tout le monde connaît que tout gouvernement qui vient est obligé de conjuguer avec les narcotrafiquants. Si vous ne faites pas, ça veut dire que votre pouvoir est limité. Donc, aujourd'hui, et depuis 1988 jusqu'à nos jours, comme le coup d'État la Guinée-Bissau a connu, nous connaissons les raisons, tout le monde connaît les raisons, mais on refuse comment on appelle, d'éradiquer ces phénomènes de coup d'État en Guinée-Bissau. Et on est à quelques semaines des élections. Et les militaires interviennent. Ils interviennent, on n'arrête pas les deux candidats, mais c'est un des candidats qui est arrêté avec le président intérimaire. C'est trop ridicule. C'est pour dire que en Afrique, l'armée est à la force et à la portée de ceux qui ont la force. Si vous avez la force extérieure, l'armée vous suit. Et il y a des moments, et le coup d'État était vraiment très important. Vous avez pris le cas de la Guinée. Et à la mort de général Lansana Conté, et je vous assure, je sais que j'en ai écrit une fois même, nous étions des gens qui sollicitaient l'intervention militaire pour limiter un peu les dégâts, parce que je suis sûr, à la mort, si les mains n'intervenaient pas, il y aurait eu la guerre civile. Donc, ça c'était salutaire. Et quand les gens étaient venus, il fallait mettre, vous avez vu quand Moussa Dadis est venu, c'est là les Guinéens ont commencé même à ouvrir les yeux de ce qui s'est passé en Guinée. Donc, ça veut dire que c'était salutaire. Mais dans tous les cas, personne ne veut que les militaires viennent au pouvoir. Et si nous ne voulons pas que les militaires viennent au pouvoir, il faut mettre tous les garde-fous. Et l'exemple que le président Alpha Condé a pris par rapport au Cameroun, c'est pas un mauvais exemple. C'est pas parce qu'il veut se comparer à la dictature de Paul Biya. Mais on veut parler de la façon dont l'armée camerounaise se comporte. C'est une armée républicaine. Vous allez voir au sein de l'armée camerounaise, vous allez voir des médecins, vous allez voir des ingénieurs, génie route, vous allez voir toutes sortes, en tout cas, de métiers dans cette armée-là. Donc, ça veut dire que l'armée n'est pas intéressée par le pouvoir public. Et personne ne peut essayer de manipuler cette armée. C'est ce qui doit se passer en Afrique. Sans quoi, si nous ne le faisons pas, vous avez pris le cas des coups d'État de la Côte d'Ivoire en 99. Oui, septembre 2002, 19 septembre 2002, M. Alain. Non, en 99 d'abord avec le général Gueye. Oui. Avec le général Gueye. Je vais vous expliquer comment ce coup d'État est venu. Le coup d'État était préparé à partir du Nord. Ce sont les jeunes soldats nordistes qui s'étaient dit que eux, ça ne va pas parce que Alassane a été évincé, c'est comme ça. Donc c'est là que les enfants là, les IB là, sont partis chercher le vieux général et pour le mettre au pouvoir afin de défendre leur intérêt, l'intérêt du Nord. Quand dans une armée déjà, on ne se considère pas comme républicaine, on se considère comme régionaliste, ça veut dire que on est toujours à la merci des coups d'État. On est à la merci des coups d'État. C'est ce qu'il faut éradiquer. Au départ, il y avait des professions que les gens ne s'y intéressaient pas. Il y avait l'armée et l'enseignement. Les gens voyaient tellement ridicule que, si vous prenez le cas de la Guinée, en majeure partie, ce sont les gens de la forêt qui étaient dans l'enseignement et dans l'armée. Mais aujourd'hui, pour protéger la position, les gens étaient maintenant obligés de faire des recrutements fantaisistes, prendre leurs parents. Donc, c'est un phénomène qu'il faut il faut analyser de près, de fond, et pour pouvoir éradiquer, pour ne pas que ça persiste, pour ne pas que les coups d'État soient... Restez en ligne. J'aimerais vous lire la réaction d'un auditeur qui nous écrit à partir de Beni. Beni, c'est une ville de la RDC. Alors, son nom, il est journaliste, donc un confrère, El Hadj Koudra Maliro.
El Hadj Koudra Maliro, dit que l'armée en Afrique a toujours été au service des différents chefs d'État, mais le cas du Mali a été une exception, car l'armée n'a pas soutenu Amadou Toumani Touré. Voici donc en bref la réaction de M. Koudra Maliro. Alors quand il dit que le Mali a fait une exception, M. Alain, vous qui connaissez très bien la sous-région, qu'est-ce que notre auditeur de Béni essaye de nous faire comprendre ici? Bon, je pense que l'homme qui a écrit n'a pas toutes les informations. Et quand les soldats de Sanogo quittaient pour la présidence, oui, pour Koulumba, Amadou était au courant. Il ne voulait pas qu'il y ait un affrontement entre les jeunes Maliens, c'est-à-dire entre les gardes rapprochés et les mutins. C'est pourquoi il a cédé. Sinon, il avait aussi une armée très forte. Lui, il ne voulait pas qu'il y ait de la pagaille au Mali, c'est pourquoi il a cédé. Il a dit à tout le monde de ne pas tirer. Et il s'est retiré comme il le fallait pour protéger au moins l'innocente population malienne. Donc, au fur et à mesure, vous allez comprendre le dessous. Et si vous n'avez pas encore, peut-être à la prochaine édition, nous, on peut vous faire l'exposer là-dessus. Comment Amadou s'est échappé de la présidence pour aller se réfugier où il était avec combien d'hommes. Donc, c'est pas parce que l'armée l'a abandonné, mais c'est par patriotisme que lui n'a pas voulu qu'il y ait des affrontements entre les jeunes militaires maliens. Donc, il faut du côté de la technique que nous avons un appel de New York. Direction donc New York City, où je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Guinée, que nous allions trouver des politiciens et des politologues. Apparemment, on me signale du côté de la technique, nous avons notre cher frère Alpha Isiaga Diallo. Alpha Isiaga Diallo de l'IFDG. Bonjour et bienvenue sur Radio Guinée. Ok, bonsoir M. Sagno et bonsoir à tous nos auditeurs de la grande radio. C'est toujours plaisir de vous entendre sur nos antennes, chers frères, chers compatriotes. Alors, le sujet qui nous regroupe cet après-midi, M. Alpha Isiaga Diallo, c'est bien l'armée et la démocratie en Afrique. Alors, vous qui êtes un politicien de renom et doublé de journalistes, communicateurs, alors, l'armée, selon vous, est-ce que l'armée est vraiment le garant de la démocratie dans la sous-région ouest africaine et d'une façon générale en Afrique? Oui, je crois qu'ici, avant tout d'abord, M. Sagno, je voudrais rappeler à tout le monde que l'armée devrait être une armée qui est là, qui est pour tous les Africains. Par exemple, c'était une armée nationale qui est là, elle est intègre, elle doit défendre l'intégrité territoriale, en même temps vraiment prôner la démocratie, parce que ici, si toutefois la sécurité n'est pas acquise, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a démocratie. Je crois que ici, M. Sagno, en répondant à cette question, je voudrais confirmer que l'armée peut être l'un des éléments garants pour une démocratie, toute une démocratie. Alors, comment l'armée pourrait être le garant d'une démocratie dans une Afrique troublée aujourd'hui? Je le disais tantôt, M. Alpha Isiaga Diallo, avant votre arrivée, que le continent est militarisé. En RDC, c'est un militaire qui est au pouvoir, le président Kabila. Au Rwanda, vous le savez, Paul Kagame est sorti des maquis pour prendre le pouvoir après un bain de sang. Alors, Yoweri Museveni en Ouganda est au pouvoir, c'est un autre militaire. Et dans la même région, le général Joseph Kony est recherché par la Cour pénale internationale, par l'Interpol. Vous voyez, donc, au Libéria, en Gambie, Yaya Jammeh, c'est un autre militaire. En Guinée-Bissau, c'est un pays que d'autres observateurs de la vie politique africaine qualifient de pays voyou, car vous le savez, au moment où nous vous parlons, le Premier ministre et le président intérimaire Ferreira sont donc en résidence surveillée, ont été donc balayés par l'armée avant-hier à Bissau, et au moment où nous vous parlons, il n'y a pas beaucoup d'informations sur leur état de santé, mais selon un communiqué filtré qui est sorti hier, l'armée disait que ces deux personnalités sont saines et sauves. Alors, vous qui connaissez bien la sous-région, le cas spécifique de notre pays, la Guinée aussi a connu des troubles dans le temps, et en 2008, l'armée a pris le pouvoir. Bien avant 2008, en 1996, l'armée a fait une mutinerie qualifiée de 2 et 3 février. Conakry était donc, tous les habitants de Conakry
Conakry, y compris les journalistes, tout le monde était enfermé dans sa chambre. Pendant 2 jours d'horloge, Conakry était pilonné par l'armée et on cherchait à éliminer soit physiquement ou à attraper le général Lansana Conté. Ce qui fut fait, car au final, il s'est rendu et l'armée l'a amené au camp Alpha Yaya où des négociations ont eu lieu et il a promis de satisfaire cette armée-là. En 2008, donc après sa mort, l'armée a pris le pouvoir et bien avant ça, vous vous rappelez des manifestations de 2007 où l'armée a reprimé dans le sang pour donc gérer le pont 8 novembre qui faisait rempart au pouvoir de Conakry du général Lansana Conté. Alors, selon vous, donc, de quelle façon une armée peut donc être le garant d'une démocratie en Afrique, le cas spécifique de notre pays, M. Alpha Issaga Diallo? Ok, merci Monsieur Sagno. Avant tout, d'abord, le cas guinéen, c'est un cas exceptionnel. C'est quand le président est mort qu'il y aura coup d'État en République guinéenne. Les militaires guinéens font exception à la règle que nous parlons ici. Je crois que Monsieur Sagno, l'essentiel qui est là, il faut savoir que on ne peut pas parler de rébellion ou de coup d'État s'il n'y a pas de problème. C'est le problème qui amène les coups d'État. C'est l'inégalité quelque part, l'inégalité qui est là, qui s'accentue sur une ethnie ou sur une région ou sur des personnes indexées, déterminées qu'il y aura des mutineries, de rébellions ou en tout cas de coups d'État. Je crois que le cas du Mali, n'oubliez pas que nous, Africains, nous connaissons que le Mali était un État démocratique, un État vraiment exemplaire. Mais au fond, les Maliens ont confirmé qu'il y avait des problèmes au Mali, que la gente, le président qui était là, il était venu par un coup d'État qui était salutaire quelque part, mais il était venu par un coup d'État. Maintenant, il a changé, il a donné le pouvoir à son ami, lui aussi il a resté, il a repris encore le même pouvoir. Je crois qu'ici, il y avait une ethnie ou une région qui était là, qui était laissée à la compte, que personne ne pensait à eux. C'est pourquoi vous avez entendu de la rébellion. La rébellion, elle est venue de ça. Maintenant, concernant l'armée, compte tenu de la situation qui prévaut au pays, je crois que si c'est une armée républicaine qui est là, il devrait prendre ses responsabilités pour empêcher la guerre dans le pays. Je crois que, étant la rébellion avancée, et ils étaient prêts à prendre Bamako. Je crois que là, il fallait pas, on ne pouvait pas compter les dégâts qui devraient arriver si toutefois la rébellion rentrait à la capitale Bamako. Maintenant, est-ce que si les militaires là n'avaient pas pris le pouvoir, est-ce que la rébellion n'allait pas prendre en otage tout le pays? Ça, c'est une question à répondre. Deuxième question, monsieur, concernant par exemple la Guinée-Bissau, je crois qu'ici, eux aussi, comment on peut nommer un médiateur comme Alpha Condé, quelqu'un qui n'a pas pu gérer le pays, on le nomme médiateur de la République? C'est en ce moment que l'opposant a dit non, Alpha Condé ne peut pas être vraiment médiateur. Quelqu'un qui n'a pas pu éduquer ses enfants ne pourra pas éduquer les enfants des autres. Je crois que le point est clair. Des fois, l'armée est là, elle sauve le pays. Des fois, l'armée, je condamne avant tout d'abord les coups d'État. Je condamne, je suis démocrate, je condamne n'importe quel coup d'État. Mais des fois, il y a des coups d'État salutaires, M. Sagno. Alors, M. Alpha Issaga Diallo, au moment où nous sommes en train de parler, nous avons un auditeur qui nous écrit sur Facebook qui est en RDC, M. Koudra Maliro, qui est journaliste aussi. Il vit dans la ville de Beni, là-bas, en République démocratique du Congo. Il dit que le cas malien a été un cas exceptionnel. Il a d'abord dit que l'armée en Afrique, d'une façon générale, est toujours au service de ceux-là qui sont au pouvoir, des chefs d'État. Mais que le cas du Mali a été une exception, car l'armée n'a pas soutenu le président ATT. Pensez-vous que dans le cas malien, vous avez épilogué là-dessus, pensez-vous que l'armée pouvait soutenir ATT à partir du moment où ATT était plutôt décrié par cette armée-là? Oui, je crois que si l'armée était comme l'armée guinéenne, il pouvait être au service d'une personne et non au service de la nation. Je crois qu'ici, l'armée malienne a pris ses responsabilités. Un jour, l'histoire va retenir qu'ils ont sauvé le Mali. Je vous assure, aujourd'hui, on dit ceci ou cela, mais je crois que s'ils n'avaient pas eu à 1 mois des élections ou 2 semaines des élections, ils ne pouvaient pas prendre le pouvoir, mais juste pour sauver le pays. Je crois que le cas malien, c'est un exemple, mais je crois que l'armée guinéenne, c'est l'armée des sœurs,
on ne peut pas dire que c'est une armée nationale. Ne prenez jamais l'exemple de l'armée guinéenne. Prenez l'exemple sur l'armée malienne ou bien sur l'armée de la Guinée-Bissau. Car cette armée aussi, ils ont tenu deux cas. Il y a le cas de l'Angola, qui est là, il y a une invasion étrangère, il y a des militaires angolais qui sont là au service d'une personne. Alors, encore, le cas de la médiation d'Alpha Condé, quelqu'un qui n'a pas pu gérer chez lui ne peut pas gérer chez eux. Je crois qu'ils ont quand même empêché quelque chose qui devrait arriver demain. Car si toutefois la main d'Alpha Condé était en Guinée-Bissau, c'était le cas comme Blaise Compaoré a mis sa main en République de Guinée. Je crois que ça, c'est ça, des fois, il faudra croire à certaines armées, mais pas celles de la Guinée pour le moment. Merci, M. Alpha Isiaga Diallo. Je ne vais pas vous lâcher. Une dernière question. À vous entendre parler, nous avons l'impression que vous soutenez donc le coup d'État à intervenir à Bamako. Je ne suis pas du Bamako, mais j'ai écouté les Maliens. Il n'y a pas eu de réaction tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Mali. Si vous voulez, vous pouvez appeler les Maliens, ils vont vous décrire certains points. C'est comme le régime de Sékou Touré. Tout le monde acclamait Sékou Touré à l'extérieur du pays. Mais le Guinéen était là, un prisonnier. Le Cambouaro tué, il y a au moins 50 000 morts. Je crois que certains disaient que c'était le meilleur président au monde, Sékou Touré, alors que les Guinéens mouraient comme des bêtes sauvages à Conakry. Je crois que là, c'est les Maliens qui pourront déterminer ça. Je ne soutiens aucune rébellion, je ne soutiens aucun coup d'État, je condamne le coup d'État et je dis que, en tout cas, si toutefois c'est nécessaire, il faudra sauver le pays, comme le cas de la Guinée. 15h41 à New York City, où nous répondait notre compatriote M. Alpha Isiaga Diallo, membre du bureau exécutif de l'UFDG, le parti du président El Hadj Cellou Dalein Diallo. Alors, nous revenons à Washington où nous attend un autre panéliste de renom, M. Jules Faramon. Je crois qu'il s'agit bien de vous. On me tient du côté de la technique que vous souhaitez intervenir. Alors, l'armée et la démocratie en Afrique, la semaine dernière, nous parlions du cas malien, car le Mali a connu donc depuis le 22 mars dernier un coup d'État qui aujourd'hui, les militaires aujourd'hui ont rendu le pouvoir à un président intérimaire en la personne du président de l'Assemblée nationale, M. Diokounta Traoré. Alors, il a 40 jours pour former son gouvernement et 40 jours pour organiser des élections. Alors, est-ce possible dans un pays aujourd'hui coupé en deux? Alors, M. Jules Fangamon, votre micro est ouvert pour vos commentaires, s'il vous plaît. Bonsoir, M. Georges. Oh, merci quand même. Merci pour rejoindre. Oui, allez-y rapidement. Oui, je voudrais vous parler encore au cas du Mali. J'ai apprécié aujourd'hui l'engagement des militaires au Mali parce qu'ils ont rendu le pouvoir à un civil qui était le président de l'Assemblée nationale. Donc c'est normal. Je ne supporte pas un coup d'État en Afrique parce qu'ils avaient décidé de ne pas accepter le pouvoir militaire. Vous avez vu en Guinée comme M. Dadis qui était là-bas et il y avait eu beaucoup de ripostes entre les Guinéens. Donc aujourd'hui, en Afrique, on ne supporte pas. Donc j'aimerais encore vous dire merci beaucoup pour les militaires et on ne veut plus voir ça dans un pays africain. Il faut qu'on respecte la démocratie chez nous. Donc c'était ça. Donc j'ai beaucoup apprécié ça. Merci, c'était ça que j'avais à vous dire. Voilà, mesdames et messieurs, vous écoutiez M. Gilles Fangamon, panéliste de renom vivant dans la région métropolitaine de Washington DC. Alors, direction Raleigh où nous attend de pied ferme cet autre panéliste, M. Diona. Vous avez suivi respectivement vos compatriotes, M. Alain et M. Alpha Isiaga Diallo. Alors, l'armée a rendu le pouvoir à un civil au Mali, mais à quel prix, M. Diona? Je vous remercie, Georges, je remercie tous les panélistes. Oui. Le problème malien, vraiment, c'est un peu particulier parce qu'on avait martelé, on avait dit que le pouvoir devait être, comment dirais-je, restitué, comment dirais-je, à ATT qui, ma foi, a été démocratiquement élu. Bon, cela n'a pas été fait. Bon, ils ont dit, certains ont dit que non, qu'il a rendu d'une manière volontaire le pouvoir, pour pouvoir, ok, c'est bien beau, mais pour la sauvegarde de la démocratie,
bien la démocratie en Afrique, nous parlons particulièrement de l'Afrique. Oui. Je crois que la décision de la CEDEAO n'a pas été vraiment... Je vais déjà dire que c'est en partie. Parce que il a été élu démocratiquement. Oui. Il y a eu un coup d'État. Seulement, il n'y a pas un dialogue franc entre lui et l'armée. OK? Bon, le fait qu'il soit élu démocratiquement et qu'il est pas loin de la fin de son mandat, il serait mieux qu'il finisse son mandat. Et maintenant, les élections seront organisées et celui qui gagne maintenant, c'est celui qui a le contrôle comme de l'office maintenant. Donc maintenant, les revendications ou alors ce qu'il y a à régler pour le Mali doit être réglé. C'est plutôt ce que la CEDEAO devait faire. Ils n'ont pas pu le faire. Oui, justement, donc maintenant, monsieur, on voit maintenant... Je vais donner quelques flavors, comme disent les Américains. Le dimanche dernier, justement, à Bamako, a été sorti donc de sa cachette. Il voulait s'adresser au peuple malien, mais la CEDEAO, alors l'émissaire de la CEDEAO, qui était alors le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, et le président burkinabé était même sur le terrain. Ils ont dit non, monsieur le président, nous sommes à présent à Bamako pour vous demander de démissionner pour que nous puissions aller de l'avant dans le cadre de la transition. Il voulait vraiment s'adresser au peuple malien. La CEDEAO lui a refusé la parole et on lui a dit de démissionner. Alors, en quelque sorte, il a démissionné sous pression. Et que si vous avez vu les images, c'était un ATT qu'on a vu amaigri, un président qui était flamboyant, qui était très bien, mais ce président, sur la photo, avait dépéri. Et il a donc été, en quelque sorte, selon d'ailleurs l'analyse de plusieurs observateurs que nous avons eus sur nos antennes le week-end dernier, ATT a été donc contraint à la démission par la CEDEAO. Mais M. Diona, la question que je m'en vais vous poser est de savoir, est-ce que vous pensez que la façon dont la CEDEAO a réglé le problème malien, le problème du coup d'État malien, car ne l'oublions pas, il y a deux problèmes majeurs au Mali. Il y a les rebelles qui sont dans le nord, qui ont coupé le pays en deux, et l'armée qui a pris le pouvoir à Bamako. Pensez-vous que c'est justement cette façon de régler à la légère, à la va-vite de la CEDEAO, qui a, M. Gatta le disait tantôt, qui a refusé de sanctionner les putschistes de Bamako, c'est cette disons, façon-là qui aurait incité, donné le mauvais exemple, comme vous l'aviez dit, aux militaires bissau-guinéens qui ont pris le pouvoir aussi le jeudi dernier à Bissau, M. Diona. Je veux dire que cela susciterait une prolifération, de coups d'État en Afrique, et c'est ce qui suit. Parce que si la CEDEAO avait martelé comme il se doit, dis donc, ce coup d'État ne serait pas venu. Et il y a encore d'autres coups d'État encore en vue, peut-être. Voyez-vous. Donc il faut faire ce qu'il faut faire. Parce que bon, quand on regarde vraiment les dirigeants, disons, dont les soi-disant de la CEDEAO, bien c'est des dictateurs, c'est des mêmes militaires là. Blaise Compaoré, il est là-bas, qu'est-ce qu'il fait? C'est un militaire, on sait comment il est venu. Et depuis quand il est au pouvoir. Très bien. Il est meilleur que son texte soit agrandi. Je m'en vais vous lire la réaction d'une auditrice de Goma, plutôt de Bukavu, Madame Marie-Roge Bora. Elle est enseignante de profession. Elle écrit ceci sur Facebook. Dans tous les pays africains, l'armée est utilisée et c'est elle qui trouve la démocratie sur le continent. Si l'armée refusait, on aurait la démocratie. Quel commentaire avez-vous, Monsieur Diona? Mais c'est exact, c'est vrai. Parce que la plupart de ces tenants sont eux qui ma foi, jugent les problèmes africains. Mais ils sont tous des militaires, ils sont tous des dictateurs. Ils ne sont au pouvoir il y a combien de temps? Regarde Idriss Déby, comme on dirait au Tchad. Blaise Compaoré, comme au Burkina Faso. Et on dit qu'ils sont le facilitateur, et c'est là quand il y a les premières choses. Mais elles sont problèmes intérieurs. Ils ne règlent pas cela. Voyez-vous? Donc, ce sont eux qui mettent la bordelle, comme on dirait, dans la démocratie en Afrique. C'est ça le problème. Il faut le dire, il faut le dire. Très bien. Alors, restez en ligne, M. Diona. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous suivez Washington Débat, votre émission hebdomadaire de tous les samedis, qui vous parvient à partir de 15h, heure locale à Washington, 19h TU. Alors, Georges Léonard Sagno pour vous l'animer. Monsieur Gatabemon, vous êtes un panéliste vivant à Washington. Vous aviez dénoncé le comportement de la CEDEAO face au dossier malien. Aujourd'hui, coup d'État en Guinée-Bissau, et M. Diona vient de me céder l'antenne en disant peut-être qu'il y a des coups d'État aussi en puissance qui vont arriver
Pensez-vous que, justement, cette façon de régler le dossier malien fait la tache d'huile négativement en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas sur l'ensemble du continent? Oui, comme je l'avais dit la fois dernière, que la CEDEAO doit être franche dans le règlement des affaires internes de chaque pays africain. Je veux dire quoi par là? C'est vraiment important que les coups d'État ne se passent sans être sanctionnés. Ce n'est pas bon du tout pour un État, pour tout le continent africain. Ça, c'est un. Le capitaine a fait un coup d'État à qui? Pas seulement au peuple malien, mais c'est à toute l'Afrique qui l'a fait ça. Ce n'est pas le peuple malien qui va seulement souffrir. C'est là c'est d'exemple à d'autres pays d'Afrique, comme la Guinée-Bissau qu'on en parle aujourd'hui. Donc, la CEDEAO doit avoir une position honnête et franche. Soit tu vas pour régler un pays et les règles, les décisions que tu dois prendre doivent partir pas seulement pour l'intérêt du peuple malien, mais pour l'intérêt du peuple africain. Ça, c'est un. De deux, on parle aussi de la démocratie au niveau de l'armée. L'armée ne peut pas être démocratique si le gouvernement qui est là n'est pas démocratique. C'est sûr. Qu'est-ce qui se passe ici en Afrique aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mon opinion à moi-même. Chaque gouvernement vient avec son armée. Cela s'explique par le recrutement des jeunes que nous voyons dans l'armée aujourd'hui. Le cas de Conté. Quand Conté était là-bas, les militaires, il a recruté beaucoup de ses parents. Dadis est venu, il a fait quoi? Il a recruté beaucoup de ses parents. Alpha Condé qui est venu, au lieu de régler la situation, il a même rendu sévère encore grave en faisant quoi? C'est normal, ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Il savait dire quoi par là? Soit tu es président, soit tu es ministre de la Défense. M. Kata, vous ouvrez un dossier important. Est-ce que vous pensez que le fait que le président ait cumulé son poste de président de la République et le poste du ministère de la Défense, est-ce que cela laisse entrevoir quelque chose? Est-ce qu'il y a là une frayeur qui se dégage du côté du président? Ouais. Et ça se voit. D'abord, la première conséquence que nous voyons, c'est un coup d'État raté. C'était l'année passée, si j'ai une bonne mémoire. Le 19 juillet, oui, le 19 juillet, il a été dans sa résidence de Kipé. Sa résidence de Kipé a donc été la cible de tirs nourris et selon nos informations, aujourd'hui, les présumés coupables devraient répondre de leur forfaiture devant des tribunaux de Conakry. Il semblerait que c'était une tentative d'assassinat du chef de l'État, chose qui, ce dossier aujourd'hui, suit son cours normal dans les tribunaux de Conakry. Alors, selon vous donc, vous avez dit, très important, chaque chef d'État qui arrive, il arrive avec son armée. Mais M. Bemo, ce que je voudrais vous poser comme une question, est-ce qu'il y a là un problème de recrutement au sein de l'armée qui se pose, un problème de formation? Mais comme je vous l'ai dit, j'ai apporté ma solution. J'ai dit que quoi, la CEDEAO et le gouvernement africain ont un majeur rôle à jouer dans ça. Au niveau de la CEDEAO, j'ai parlé d'un rôle de formation et d'éducation. Au niveau du gouvernement, j'ai parlé de quoi? Du recrutement. Comment les recrutements se fassent dans les pays africains. C'est pas normal. Il faut un système de gouvernance qui nous permettra pas seulement que le gouvernement qui est là, mais le gouvernement futur. C'est ça qui devrait être nos objectifs. Quand je parlais tout de suite d'un président qui prend l'exemple à un autre président qui n'est même pas démocratique, je parlais du cas de Paul Biya. Bien sûr, j'apprécie ça. L'armée camerounaise, elle est occupée dans les casernes. Que toutes les autres armées doivent y prendre exemple. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que Paul Biya fait? L'armée camerounaise est la meilleure armée payée, l'une des meilleures armées payées en Afrique aujourd'hui. Ils ont une retraite très améliorée. Très améliorée. Mais il fait ça pourquoi? Pour se sauvegarder le pouvoir. Est-ce que c'est l'intention que nous voulons ici, ou bien c'est l'intention d'adorer ou d'adopter une armée nationale qui sont là pour la sécurité du peuple? C'est ça que nous voulons. Donc, je m'excuse, ici je reviens du cas de la Guinée-Bissau. Qu'est-ce qui se passe en Guinée-Bissau? Il y a eu le président par intérim, l'un des opposants qui ont été arrêtés. Et tu sais, le plan, c'était quoi? Le président par intérim et l'opposant arrêté, ils avaient des secrets avec le Libéria. Et cela veut dire quoi? En cas de cas, le Libéria devait envoyer des militaires pour les sauvegarder.
Donc l'armée qui était là-bas, l'armée a su. Et nous savons que l'armée bissau-guinéenne est déjà divisée. Il y a une armée comme ça nous prenons les deux opposants, une armée dont son ethnie est la majeure dans l'armée et l'autre opposant a l'argent. Donc il y a deux influences ici, l'ethnie et l'argent qui jouent ici. Est-ce que c'est la solution africaine qu'ils vont chercher? Non. Et de plus, ils vont chercher quelqu'un comme le président guinéen, le professeur Alpha Condé, par son nom, mais il y a en Guinée, on n'a pas une constitution déjà, on n'a pas, je voulais dire, pas une constitution permanente. La Guinée est divisée, combien de gouvernements? Est-ce que on peut être capable de résoudre un problème guinéen qui est si compliqué? Merci beaucoup, M. Gatagbemou. Nous allons retourner à New York pour reprendre notre compatriote, M. Alpha Issaga Diallo, membre du parti, membre du bureau exécutif de l'UFDG, l'Union des forces de Guinée, de El Hadj Cellou Dalein Diallo. Alors, M. Diallo, Alpha Issaga, vous avez compris, voilà, au moment où nous vous parlons, il y a beaucoup de réactions sur Facebook. Je vous lis la réaction d'une Congolaise encore qui nous écoute en ce moment même, Marie-Rose Bora à Bukavu. Elle dit que tout le problème aujourd'hui en Afrique, c'est l'armée qui est au pouvoir en Afrique. Et si l'armée retournait dans les camps, l'Afrique aurait la démocratie. Alors, pensez-vous que c'est une réalité, M. Alpha Issaga Diallo? Ok, merci M. Sagno. Je crois que l'armée peut être dans les casernes là où il n'y a pas de dictature. Je crois que s'il y a la dictature, si l'armée intervient, je crois que ça pourra être salutaire quelque part, car l'armée est là, elle ne doit pas vraiment sécuriser seulement le président et son entourage. Elle doit sécuriser, elle doit savoir qu'il y a l'équilibre social, qu'il n'y a pas eu de division. Je crois que l'essentiel qui est là, comme le monsieur vient de dire, par exemple le cas de recrutement. Nous savons que Alpha Condé déjà, il a envoyé il a fait de recrutement, il a envoyé des militaires qui sont partis en Angola. Il entraîne les militaires guinéens en Angola, c'est des recrues. Ça, ce sont ses propres militaires. Mais je crois que ici, en Guinée-Bissau, les gens ont compris que le premier ministre qui était là et le président qui était là, ils avaient envoyé 200 militaires angolais qui étaient à leur ressource. Je crois qu'ils devraient faire un coup d'État quelque part pour élire le Premier ministre qui n'est pas du tout majoritaire, de délaisser celui qui est majoritaire. Je crois que l'armée a précipité, ils ont pris le pouvoir pour empêcher cette mascarade. Alors, quand vous parlez de médiateurs, je crois que même en Guinée, si vous voyez le problème de la Guinée, c'est parce que la médiation n'a pas joué son rôle. Moi, je crois que chaque pays doit prendre sa destinée maintenant. À partir de maintenant, il voulait coller Alpha Condé en Guinée-Bissau. Je crois que Alpha Condé lui-même il n'est pas légitime. Comment tu n'es pas légitime, on te met dire que tu es président démocratiquement élu, alors que c'est la CEDEAO et Blaise Compaoré par la complicité de la France, Bernard Kouchner, c'est eux qui ont capoté la Guinée pour mettre Alpha Condé qui n'a même pas géré une famille, qui cherche à gérer une nation. Je crois que ici, la Guinée-Bissau a empêché une dictature quelque part, en tout cas quelque chose qui devrait les empêcher à continuer la démocratie. Le Mali aussi, je crois que si vous avez vu, ils ont précipité les choses, c'est parce que ça ne va pas. Il ne faut pas que, quand vous voulez mettre quelque chose, en tout cas quand vous voulez soigner, soignez vous-même. Ne cherchez pas à soigner les autres. La Guinée brûle, Alpha Condé n'a pas pu éteindre le feu, il peut se prétendre être médiateur. Je crois que là, il a compris le message et ce message va se répercuter, je vous assure. Ce cas du Mali et de la Guinée-Bissau va illustrer beaucoup de choses et les gens vont prendre leurs responsabilités et l'équilibre sera là. Quand il y a l'équilibre, il n'y aura ni coup d'État, ni rébellion. Mais tant que l'inégalité, elle est là, je crois que les forts, les soi-disant forts, chercheront toujours à s'accaparer de tout ce qui est bon pour le pays, mais le mauvais va revenir aux pauvres. Alors, nous sommes au XXIe siècle. Ce siècle-là, on ne peut pas gérer le pays comme Sékou l'avait géré en République de Guinée dans les années 80. Je crois que Alpha Condé doit se méfier, il doit méditer, il doit prendre ses responsabilités. En tout cas, l'opposition est déterminée par tous les moyens légaux pour vraiment lui dire que d'abord
la CENI là ne pourra pas gérer la Guinée, en Guinée pour les élections. Cette CENI là est hors jeu. Elle ne représente qu'elle-même, elle ne représente pas en tout cas l'opposition. Ça, c'est un cas que tout le monde doit connaître. L'opposition va se mouvoir maintenant. On ne doit pas dire que nous n'avons pas une armée, nous n'avons pas une rébellion. C'est la population qui est là. La population va réclamer ses droits. Et Alpha Condé a lui de jouer le jeu. Mais le moment est là. Nous sommes au mur maintenant. On ne peut plus pousser. Il faut qu'on empêche l'ennemi de nous croquer. C'est ce que je peux dire aux uns et aux autres. Que, en tout cas, l'armée guinéenne, si elle pouvait prendre responsabilité, ça pouvait être salutaire quelque part, car c'est une combinaison qui est là entre la CEDEAO et le fasciste français. Je crois que ici, ça se confirme, car même la Guinée-Bissau n'a pas accepté la médiation, le soi-disant président démocratiquement élu. Alors, ça donne beaucoup à réfléchir. Il faut tirer la sonnette d'alarme dès maintenant. Car, en tout cas, tous ceux-là qui sont là, qui veulent installer une dictature, je vous assure, ils vont quitter le pouvoir. Ça, je vous assure. Je vous rends l'antenne, M. Sagno, et je suis à l'écoute. Monsieur Alpha Isiaga Diallo, chers auditeurs et auditrices, vous suiviez Alpha Isiaga Diallo, membre de l'UFDG, il vit à New York. Alors, des analyses très percutantes. Mais Monsieur Diallo, je m'en vais rester avec vous. Le cas du Mali est très fascinant, ça nous passionne tous. Alors, Atité était à la fin presque de son deuxième mandat et il avait juré de ne pas se porter candidat pour un troisième mandat. Il lui restait, je crois, 40 jours, un mois pour organiser des élections, car au Mali, si le coup d'État n'avait pas eu lieu, les élections auraient été organisées en ce mois d'avril à Bamako, sur toute l'étendue du territoire. Alors, à la fin de son mandat, il a été donc chassé du pouvoir et la CEDEAO n'a pas voulu régler le problème comme beaucoup d'auditeurs et panélistes l'ont dit. La CEDEAO qui est intervenue énergiquement, vous le savez, M. Diallo, dans les années 95 là-bas en Sierra Leone, où le président Tanja, comment il s'appelait déjà, Tidjane Ahmed Kaba, qui avait été donc chassé du pouvoir. Il est venu à Conakry. Alors, aujourd'hui, ce président avait été donc en ce temps retourné par la CEDEAO. Et au moment où nous vous parlons, la CEDEAO aurait dû intervenir militairement, selon beaucoup d'observateurs, à Bamako. Mais ça n'a pas été le cas. Les Maliens, aujourd'hui, ont pris le pouvoir et ils ont rendu le pouvoir à la fin de leur manifestation au président Diokounda Traoré qui va organiser des élections. Alors, je m'en vais demander à notre panéliste Jules Fangamou. Jules Fangamou, quelle solution faut-il pour l'Afrique pour que l'armée reste vraiment dans les casernes, dans les camps militaires? Monsieur Georges, merci beaucoup. C'est comme disait notre ami de New York là, il a raison parce que en tant qu'en Afrique, les présidents ne gèrent pas bien, les militaires aussi ils ont envie. Des fois, d'autres militaires qui aiment le peuple, ils veulent défendre le peuple, comme le cas du Mali. Je pense que ce qui s'est passé au Mali, vraiment, ça c'est peut-être le peuple qui avait poussé les militaires à faire cette coup. Et parce qu'après le coup, il n'y avait pas eu de manifestation. Je n'ai pas vu quelqu'un supporter ATT. Donc, c'est le cas. Il y a eu quelques manifestations, mais qui n'ont pas duré. Qui n'ont pas duré. Ouais. Comme maintenant, aujourd'hui, en Afrique, il faut qu'on gère le pays comme il faut. Parce que si on ne gère pas le pays, on ne connaît pas comment diriger les militaires. Donc, par exemple, aujourd'hui, je prends l'exemple toujours aux États-Unis, les militaires sont toujours dans les casernes. Ce sont les policiers qui sont dehors. Donc, en Afrique, si tu mets les militaires comme tu considères les militaires plus que le peuple, donc eux aussi ils auront l'occasion de profiter. Donc moi, ce que j'ai dit, vraiment, il faut que le gouvernement ou le président africain cherche à travailler comme il faut. Donc, s'il ne travaille pas, donc c'est comme ça, aujourd'hui, je prends l'exemple aujourd'hui en Afrique, en Guinée. En Guinée, jusqu'à présent, on a fait maintenant 1 an et quelques mois, la Guinée ne bouge pas. Et le peuple a faim. Le peuple veut voir le changement. Donc ça fait mal à tout le monde. Mais aujourd'hui, s'il y a un coup aujourd'hui en Guinée, tout le monde supportera le coup là, même n'importe qui.
C'est ça qui fait mal. Oui. Donc, je suis d'accord avec Issaga, le gars de New York. Il faut vraiment que le président travaille et il respecte le peuple. Parce qu'aujourd'hui, le président cherche seulement à se sécuriser, il ne sécurise pas le peuple. Donc tout le monde est en danger aujourd'hui en Conakry, même la nuit. Donc ce n'est pas un pays. Un pays, pas de sécurité, ce n'est pas un pays. Même les gens sont faim, mais s'il y a la sécurité, quand même tu peux sortir aller chercher ou manger. Oui. Donc, vraiment, je n'ai rien à dire beaucoup et je vais dire les conseils que j'ai donnés, il faut qu'on cherche un président qui doit diriger notre pays normalement et que le peuple soit content. Voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, M. Jules Fangamo, restez en ligne, je m'en vais vous lire la réaction qui vient de tomber tout à l'heure d'un de nos auditeurs, un confrère du reste, El Hadj Koudra Maliro. Koudra Maliro, il est congolais de Kinshasa, il vit à Beni. Beni, c'est une ville importante de la RDC. Il dit, la solution, il faut que les pouvoirs des présidents soient limités et qu'ils ne soient pas président de la République et chef des armées. Parce que selon lui, c'est ce qui crée des problèmes. Et finalement, l'armée, des fois, se sent coincée. Si le président à lui seul gère tous les pouvoirs, l'armée, finalement, se sent marginalisée. Et c'est ce qui explique un peu les coups d'État en Afrique. Est-ce que vous êtes d'avis, M. Jules Fangamo? Oui, je suis d'accord avec lui. Très bien. Oui, je suis d'accord avec lui. Et je l'encourage beaucoup. Et ce qu'il a dit, c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, oui. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire. Voilà. Très bien, nous allons prendre une pause, mesdames et messieurs, avant qu'on ne continue cette émission. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs et auditrices, qu'il y a un méga dîner gala qui se prépare ici à Washington. Et ce sera donc le week-end du Mémorial, le vendredi 25 et samedi 26 mai 2012, dans la région métropolitaine de Washington ici. Ce sera dans l'État de Maryland. Toutes les précisions vous seront apportées dans les jours à venir par le comité d'organisation. Alors, c'est signé la FOMPAC, Fondation Batonimba pour la culture et la paix, qui aussi commémore en ce mois de février, d'avril, la mort de Batonimba, artiste émérite du Nimba Jazz de Nzérekoré. Alors, pause musicale, pause promotionnelle, mesdames et messieurs. Imaginez un monde sans barrières, imaginez un monde sans obstacles, imaginez un monde où vous pouvez activement participer à la vie de ceux que vous avez laissés en Guinée comme si vous y étiez. Moi, je vis aux États-Unis et j'achète les denrées alimentaires à ma famille tous les mois sur tmarkguinée.com. On y trouve tout, le riz, l'huile, la farine, le sucre, la tomate, le lait, les jus, l'eau minérale et bien d'autres produits. Franchement, cette affaire Tmark, c'est mon affaire. Moi, je vis au Canada et je recharge le téléphone de mes parents chaque semaine avec tmarkguinée.com. Vraiment, je vous dis merci, Tmark. Moi, je suis en France et j'ai finalement réussi à avoir un terrain avec Tmark. Maintenant, Tmark m'aide à construire la maison de mes rêves. Ça représente beaucoup pour moi. Je vis entre les avions, mais je peux contrôler directement l'évolution de mes chantiers en Guinée avec Tmark. J'achète tout ce qui rentre dans ma maison sur tmarkguinée.com. On y trouve tout, ciment, bloc, granit, sable, gravier, fer, bois et tout. Ça me facilite la vie, mais vous n'avez pas idée. Faciliter votre vie. Visitez tmarkguinée.com. Tmark, ça s'écrit donc www.tmarkguinée.com.
www.tmarkguinée.com. C'est une société qui pousse les limites du possible. C'est un network de possibilités. C'est un réseau de facilité. C'est T-Mark. T-Mark, le marché au bout de vos doigts. Bonjour à nos amis qui nous écoutent du côté de Salisbury, dans le Maryland, non loin de Océan City. Et merci aussi au comité d'écoute là-bas en Caroline du Nord à Raleigh, sans oublier nos amis de Columbia, surtout les étudiants et professeurs de l'Université de Columbia. Nous sommes en Caroline du Sud. Alors vous êtes nombreux à nous écrire et à nous encourager. Merci de votre soutien. L'émission se poursuit, 47e édition de Washington Débat, mesdames et messieurs, en ce samedi 14 avril 2012. Georges Léonard Sagno dans le studio central ici à Washington pour la coordination et la présentation. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais, le thème principal de cette émission, il est d'ailleurs unique, c'est l'armée et la démocratie en Afrique. Selon vous, l'armée est-elle à vos yeux le garant de la démocratie sur le continent? Donnez-nous des exemples en vous appuyant sur le cas spécifique d'Afrique de l'Ouest. Vous avez été donc très nombreux à nous donner vos avis et commentaires. Mesdames et messieurs, l'émission se poursuit. Alors, mais avant qu'on ne poursuive cette émission, un petit clin d'œil aussi à nos amis de R&B Shipping Company LLC for all your shipping needs. Alors, Home Pickup available, Monsieur René Dionamo et Monsieur Alpha Barry, vivant à Baltimore, sont au numéro 410 336 43 00 410 336 43 00 ou au numéro suivant 410 258 32 60. Pour vos besoins de manutention en provenance ou en partance de Conakry, alors contactez R&B Shipping Company. Mesdames et messieurs, un petit clin d'œil à notre promoteur, monsieur Suleiman Diop, Techno Repair and Computer Repair and Sales. Alors, Suleiman Diop est un Africain qui vit à l'angle de New Hampshire Avenue et Georgia Avenue à Washington, D.C. Il répare vos ordinateurs et il vous vend d'autres ordinateurs, mesdames et messieurs. Pour tout contact, le téléphone est ouvert 24 heures sur 24, 202 492 93 48, 202 492 93 48. Ou écrivez un email à sdiop@technorepair.com. Mesdames et messieurs, notre émission se poursuit, mais un petit clin d'œil aussi au cabinet d'avocats qui est à Montréal, au Canada. Maître Alain Koné et ses compagnons, alors vous invite à leur contacter au téléphone pour vos besoins d'immigration. Alors, le cabinet SICA Immigration Alternative est donc ouvert depuis maintenant 4 mois à Montréal. Alors, pour tout contact, téléphone 514 508 ou et 74 22 et un autre numéro 514 508 74 24. Ou encore le 001 835 67 68. Mesdames et messieurs, notre émission se poursuit. Alors, il est 15h, 16h à Washington, 16h14 à Washington, 20h14 en Guinée chez nous. Un clin d'œil à notre consoeur Yvonne McCurry. Yvonne McCurry qui est une journaliste écrivaine. Elle est actuellement en congé au bord de la lagune Ébrié, là-bas à Abidjan,
tous nos souhaits de bon séjour vous accompagnent, chère Yvonne. Alors, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre notre émission. Mais avant qu'on ne continue, un petit communiqué, rappel donc, le week-end du 25 et 26 mai 2012, dans exactement un mois, alors Washington va vibrer au rythme de la fondation NIMBA pour la promotion de la culture et la paix en Guinée. Cette fondation qui organise donc un méga dîner gala, un dîner gala qui aura lieu au week-end du 25 et 26 mai ici à Washington. Alors au menu du jour, projection sur l'écran géant du concert du Nimba Jazz dans Nzere Corée. Le concert de la renaissance du Nimba Jazz, comme vous le savez, a eu lieu très récemment à Nzere Corée. C'était le 31 décembre 2011, là-bas à Nzali City, capitale de la région de la Guinée du Sud. Alors, ce jour-là, il y aura également des conférenciers, des professeurs d'université, des artistes et invités seront de la partie, notamment des artistes de renom comme Emma Legrand. Emma Legrand qui vient de sortir un album mix mode en CD et en DVD, s'il vous plaît. Alors, Emma Legrand, qui vit ici dans l'État du Texas à Houston, a fait donc cet album qui cartonne très très fort dans les nightclubs actuellement. Alors, comme titre, vous avez Décalé Baby, Didi King, African Love, Mon Amour, Shungkua, Be Ready encore. Alors, et autre titre, Hold Me, I Love You, Oiseau encore, ou encore Party Crashers. Alors, Emma Legrand sera de la partie le week-end du mémorial dans la région, ici à Washington, pour ce dîner gala qui se veut grandiose. Un autre artiste de renom, mesdames et messieurs, DTM, I'm back, I am back. C'est un compatriote, un Africain guinéen qui vit à New York. DTM a déjà fait un album qui cartonne très très fort aussi dans les nightclubs à Conakry et à travers le monde, notamment ici aux États-Unis. DTM qui était en France pour l'élection Miss Guinée France. Alors DTM, il a des titres, je suis de retour, comme I'm back, des titres comme Boba, Mi Amio, Bungu, Fanlemon et Fimin, T'en va pas, Néné et Baba, Zombu et Love et Unde Kalako Yaye. Alors, DTM, I'm back, je suis de retour. Un artiste polyglotte, bilingue, français-anglais et poulard plutôt. Donc polyglotte, il parle poulard, anglais et français. Alors bravo à monsieur DTM, notre cher compatriote, qui sera de notre dîner gala ici à Washington. Et une autre artiste, pas la moindre, mademoiselle Finkia Mulongo. Finkia Mulongo est du Katanga et elle vit dans la région métropolitaine de Washington DC. Elle est très très brave. Elle sera aussi du méga concert, méga dîner qu'organise la FOMPAC ici à Washington les 25 et 26 mai 2012. Ce sera de 20h jusqu'à l'aube. Alors, mesdames et messieurs, l'émission se poursuit. Mais avant, alors, on me signale du côté de la technique, il y a aussi un artiste qui est attendu pour ce méga dîner. Monsieur Gaël qui chante le Jouk Love, il est gabonais d'origine. Gaël est aussi co-gestionnaire du célèbre night club, le Crystal ici à Washington. Crystal Night Club qui célèbre ses 10 ans d'ouverture et d'existence cette année. Mesdames et messieurs, c'est donc avec plaisir que nous continuons de vous servir. Alors, nous allons donc poursuivre cette émission. Et avant qu'on ne poursuive l'émission, un petit clin d'œil à nos amis aussi du restaurant Kitchen Near You. Henri Legrand, chez Henri Legrand à Haysville, à l'angle de Egg Road et alors Queens Chapel Road. Alors vous y trouvez tous les mets africains, de la soupe, de la viande et un peu de tout à checker à locaux. C'est ça l'Afrique aux États-Unis. Alors un autre clin d'œil à nos amis du restaurant Nightclub
African, Come to Africa, l'ancienne African Congress africain, c'est donc un restaurant très prisé qui est ici sur New Hampshire Avenue, à Washington, non loin de Washington DC, à la frontière donc entre Washington DC et Maryland. C'est quelque part là-bas à Tacoma Park. Alors faites-y un tour des grands DJ comme DJ le Patch le Chat et DJ Narcisse vous attendent pour vous faire donc des compliments. Mesdames et messieurs, nous allons donc sans plus tarder continuer cette émission. Et avant qu'on ne continue l'émission, nous allons essayer d'écouter quelques notes musicales de ce grand artiste de renom, Emma Legrand, je vous le dis tantôt. Emma Legrand, qui vit au Texas, sera de la partie pour un dîner gala les week-ends du 25 et 26 mai 2012 dans la région métropolitaine de Washington, ici, au programme projection sur les grands géants du concert du Niba Jazz et suivi donc du dîner gala. Et donc c'est un dîner de gala de mobilisation des fonds pour les artistes en Guinée. Alors mesdames et messieurs, pour votre plaisir, nous allons écouter un extrait de l'album de Emma Legrand qui sera de la partie ici. Voilà, c'est parti. Vous écoutez African Love de Emma Legrand. Écoutez en ce moment même Emma Legrand dans African Love, un clin d'œil à notre chef de bureau, Fodeba Djoubaté, famille à Montréal. Fodeba Djoubaté qui vous égaye tous les week-ends, mesdames et messieurs, dans sa balade africaine sur les antennes de Radio Guinée. C'est parti donc. Alors, African Love de Emma Legrand. Et un petit clin d'œil également à notre cher ami Roger Mountou, de la famille des grands Mountou de la RDC. Alors Roger Moutou est un grand journaliste animateur ici dans les radios africaines américaines. Et un bonjour également à notre cher ami et confrère Khalil Gueye. Khalil Gueye qui est un flamboyant journaliste à CNN International. Alors un bonjour à Kofi, l'étudiant à la Caroline Université là-bas à Columbia, nous sommes en Caroline du Sud. Sans oublier monsieur Kerry Kenneth. Sans oublier Little Valley là-bas à Columbia. Valinda Littlefield et Valerie Ashford. Tous à Columbia University. Là-bas en Caroline du Sud. C'était un conservateur. Eh oui. African Love proposé par Emma Legrand pour clôturer cette émission que vous avez eu du plaisir à suivre et que nous avons eu du plaisir à animer, Washington Débat, qui rentre à sa 67e édition, mesdames et messieurs. Ah, c'est pas petit. Écoutez-moi ça. Bonjour au comité d'écoute de Radio Guinée USA à Raleigh. Sans oublier
les grandes dames de Minnesota, Catherine et Delphine. Bonjour à vous. Catherine et Delphine qui sont présidentes des ONG des femmes là-bas à Minnesota. Elles seront à Washington pour le grand dîner gala à printemps. Et puisque nous sommes à Washington et nous y mettons à Washington, nous y restons pour dire bonjour à la présidente des femmes de Guinée, Madame Marie-Louise Souma, l'épouse de son Excellence Monsieur Kamara Mahmoud. Voilà. Quelques notes de la salsa proposées par Emma Legrand. Ah oui, Emma Legrand est entendue à Washington, mesdames et messieurs. Exclusivité Radio Guinée USA. Écoutez-moi ça. Une grosse surprise pour les auditeurs et auditrices de Radio Guinée. Ah oui. Emma Legrand. Malamou du côté du Congo, Nambonio. Pour tous ceux qui nous écoutent à Bukavu, à Goma et dans la région spéciale du Katanga, Jeanne Kate Chipanka, une autre auditrice, sans oublier la grande Chantal Faïda à Goma. Vous écoutez Radio Guinée USA en ce samedi. Eh oui. Eh oui, désormais, Radio Guinée USA vous proposera quelques notes musicales à la fin du Washington Débat. Eh oui. Ça s'appelle joindre l'utile à l'agréable. I love you so much. La note salsa El Cubano, diffusée sur les antennes de Radio Guinée. Exclusivité Washington Débat. Emma Legrand. Eh oui. Le CD, le DVD, Mix Mode. Emma Legrand. Cet artiste qui ne parle pas à déhancher. Vous êtes sur Radio Guinée, bon week-end à tous. Si vous êtes en partance de Washington pour New York ou pour la Floride, nous vous souhaitons une bonne traversée. À ceux et toutes celles qui célèbrent aujourd'hui la prénaissance de leurs enfants, le pré-baptême donc, appelé communément ici aux États-Unis Baby Shower, nous vous souhaitons du plaisir. Et l'œuvre du jour, c'est M. Lasby Nanamo, qui fait le pré-baptême de sa fille, qui sera parmi nous dans quelques jours. Emma Legrand. Bonjour à Chantal Faïda, à Benita Kanidini, à Marie-Rose Bora, à Karine Roug, là-bas en RDC. Eh oui, bonjour à Elage Koudra Maliro. Et à toutes les personnes, nous vous disons merci. Merci des propositions que vous avez faites pour la qualité de Washington Débat. Elage Koudra qui demande le retour de l'armée dans les casernes. Eh oui. Et il demande l'ordre. Eh oui, bonjour à notre confrère Elage Koudra Maliro. Il y a béni.
oui, toutes les bonnes choses ont une fin, mesdames et messieurs. Il est 16h30 à Washington, 20h30 en temps universel. Le temps pour nous de fermer portes et fenêtres de cette émission. Eh oui, difficile de vous quitter. Mais comme vous le savez, les moments les plus poignants, ce sont les moments de rencontre et de séparation. Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Et passez le week-end avec les 3B, le bon, le beau et le bien. Mon nom c'est Georges Léonard Sagno. Ça a été un plaisir pour moi de vous servir et je sais que vous avez eu du plaisir aussi à nous écouter. Surtout, c'est quelques notes musicales égrenées ici par le chef Emma Legrand qui vit à Houston. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, l'événement, ce sera les 25 et 26 mai à Washington ici, un dîner gala animé par les membres de la fondation NIMBA. Merci et bonne soirée chez vous.